Alors bonjour à tous. On va commencer pour ce dernier petit déjeuner thématique de l'année avant les vacances par quelques chiffres. Et puis je laisserai la parole à Hugues et Fanny qui vont intervenir sur le ZAN. Alors on sait que chaque année on artificialise entre 20 000 et 30 000 hectares d'espaces naturels agricoles et forestiers au profit de l'étalement urbain et de la création d'infrastructures. Alors comme ça, ce chiffre, il ne nous parle pas beaucoup. Mais on peut se dire que c'est au moins 2 ou 3 fois la ville de Paris qui est construite chaque année en France. Donc voilà, donc on va faire ce petit déjeuner thématique avec deux thématiques et je vais vous laisser commencer. Hugues, vous allez vous présenter et vous allez commencer par du juridique. Voilà, donc accrochez-vous. Non, non, du juridique accessible, du juridique accessible. Donc, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je connais certaines et certains d'entre vous parce que depuis maintenant très très longtemps, je travaille avec Essor. Quand je dis très très longtemps, c'est quand j'ai commencé à travailler avec Essor, il devait y avoir 12 salariés. Voilà, donc vous voyez que ça remonte à quelques années. Et depuis donc cette époque, il y a bien sûr des formations que j'anime chez vous régulièrement. Et puis par ailleurs, donc il y a une assistance annuelle sur un certain nombre de sujets, principalement juridiques et de montage d'opérations. Donc c'est vrai que je connais bien Essor et je suis très heureux qu'on m'ait demandé d'intervenir pour dire quelques mots sur cette nouvelle réglementation, sachant qu'ensuite Fanny vous amènera des éléments complémentaires. Moi, je me contenterai des aspects juridiques, des grandes lignes, sachant que les textes ne sont pas très clairs et que je vais essayer de rendre la matière plus fluide en tant que telle. Il faut savoir que cette réglementation, elle remonte en réalité beaucoup plus loin. Vous savez que l'urbanisme moderne, entre guillemets, remonte à la loi SRU de décembre 2000. Donc ça fait déjà bientôt 24 ans. Et déjà à l'époque, le principe était de reconstruire la ville sur elle-même, d'être économe dans la gestion et la consommation d'espace, sachant qu'à l'époque, c'est uniquement des grands principes et que tout le monde, tous les intervenants, tous les commentateurs considéraient que tout ceci, c'était uniquement des mots. Pour autant, il faut savoir que depuis décembre 2000, tous les textes, je dis bien tous les textes, qu'ils soient relatifs à l'urbanisme, qu'ils soient relatifs à la fiscalité de la construction, qu'ils soient relatifs à l'environnement, vont tous dans le même sens, c'est-à-dire une recherche de limitation de la consommation d'espace, de l'artificialisation des sols. Cette volonté, elle existe, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même équipe depuis décembre 2000, depuis la loi SRU, qui est à la commande. Alors bien sûr, les gens sont partis à la retraite, ont changé de poste, etc. Mais la philosophie et les acteurs sont restés dans la même optique, celle de lutter contre l'étalement urbain, celle de reconstruire la ville sur elle-même, comme les principes en avaient été fixés dans la loi SRU. Et comme c'est toujours le cas en matière d'urbanisme ou en matière environnementale, le process est toujours le même. Et on commence par affirmer un certain nombre de principes. Il faut être économe, gestion de l'espace, il faut densifier, etc. Donc il y a un martèlement des principes. Ensuite, les principes deviennent obligatoires. Et la troisième étape, c'est la sanction. Les derniers textes relatifs à la lutte contre l'artificialisation sont aujourd'hui au niveau de la sanction, c'est-à-dire qu'on est dans la troisième phase du développement législatif, où là, une fois qu'on a affirmé les principes, une fois que ces principes sont devenus obligatoires, eh bien, on prévoit une sanction pour imposer donc l'application de ces principes. La lutte contre l'artificialisation des sols fait partie, encore une fois, des grands principes urbanistiques. Elle sous-tend ces grands principes urbanistiques à deux niveaux. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre en matière de lutte contre l'artificialisation des sols, c'est que le texte que l'on va évoquer ensemble, qui est la loi climat et résilience du 22 août 2021, en réalité va intervenir à deux niveaux. Si on ne comprend pas cette dichotomie, on ne comprend pas la loi.
Il faut savoir que la volonté du législateur, et même si ce n'est pas toujours très clair dans le texte, est d'agir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des documents d'urbanisme, et j'ai envie de dire que c'est là où la réglementation est peut-être la plus avancée. Et puis, il y a un autre niveau qui est l'unité foncière, qui est l'unité qui concerne nos projets. Qu'est-ce que l'on peut réaliser sur un terrain et quel impact a la lutte contre l'artificialisation directement sur nos projets. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, le seul sujet qui est concerné par la lutte contre l'artificialisation, j'ai envie de dire à la parcelle, à l'unité foncière, sont les autorisations d'exploitation commerciale, l'implantation des commerces de grande surface. Alors, grande surface, entendons-nous, hein, nous avons des sujets qui commencent sur les surfaces de vente à partir de 300 mètres carrés de surface de vente. Donc, vous voyez bien que pas forcément des projets pharaoniques. Mais il faut bien comprendre que cette lutte contre l'artificialisation, donc, va se développer à deux niveaux. Un niveau aujourd'hui qui est en cours de développement et que je vais évoquer rapidement, et puis un second niveau qui commence à se mettre en place et qui va continuer à se mettre en place, qui est la lutte contre l'artificialisation, mais cette fois-ci déclinée à la parcelle. Ceci étant dit, je vais rapidement rappeler les définitions, sachant que Fanny ensuite les développera, puisqu'elle est beaucoup plus compétente que moi en la matière. Mais enfin, il faut savoir que pour la première fois, on a une définition de l'artificialisation. Donc je vous la lis, je vous la livre comme le législateur l'a rédigée. C'est un peu technocratique, mais quelque part, elle est assez explicite. L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Ce qui veut dire déjà qu'il ne faut pas confondre artificialisation et imperméabilisation. Une imperméabilisation d'un sol est une artificialisation, mais toute artificialisation n'est pas une imperméabilisation. Donc, ce qui veut dire que dans les PLU que nous connaissons aujourd'hui, on nous parle de pourcentage de pleine terre, on nous parle d'emprise au sol. Pour autant, on ne nous parle pas d'artificialisation. On nous dit qu'il faut 30% de pleine terre, 40% de pleine terre, 50% de pleine terre. Mais ce qui est évident, c'est que dans l'avenir, nous verrons dans les documents d'urbanisme, dans les PLU, nous verrons un certain nombre de dispositions où, par application du règlement, on va nous fixer un pourcentage maximum d'artificialisation des sols tel qu'on l'a défini. Et ce qui veut bien sûr, ce qui signifie bien sûr qu'à la fois on aura un pourcentage d'imperméabilisation, ça restera bien sûr, et on aura un pourcentage d'artificialisation des sols, puisqu'encore une fois, les deux notions ne se recouvrent pas complètement. Vous réalisez un parking en evergreen, ce n'est pas une imperméabilisation, mais c'est une artificialisation à la parcelle. Vous étendez du gravier sur une allée, c'est une artificialisation, ce n'est pas une imperméabilisation. Donc vous voyez bien que ces notions donc, vont se développer à la parcelle. Et si l'on parle d'artificialisation, on doit en parallèle parler de désartificialisation, pas très facile à dire, ou de renaturation. Et qu'est-ce que c'est que la renaturation ou la désartificialisation? Eh bien, ce sont les actions qui vont permettre de restaurer ou d'améliorer la fonctionnalité d'un sol pour transformer un sol artificialisé en non artificialisé. J'ai un terrain qui a été utilisé comme parking d'un supermarché ou d'une activité économique. Je supprime tous les espaces de parking, je supprime l'imperméabilisation, je supprime les voies d'accès, je renature le site et donc ça me permet, on le verra potentiellement derrière, de pouvoir avoir un droit à compensation. Donc artificialisation, désartificialisation. Et pourquoi on parle des deux? Parce que la loi, en réalité, interdit à terme l'artificialisation nette. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que à partir du moment où un projet artificialise un sol, il faudra simplement pour qu'il soit autorisé qu'en parallèle, on désartificialise
une surface équivalente pour arriver à un résultat neutre. Cette notion de compensation, on la connaît. On la connaît en matière de changement de destination, vous savez, pour la transformation des logements en autre chose, en bureaux, etc. On la connaît en matière environnementale, avec les zones humides, on la connaît en matière environnementale, avec les atteintes à la biodiversité, etc., etc., etc. Eh bien, on retrouve, excusez-moi, on retrouve la même notion ici, donc en matière de lutte contre l'artificialisation, avec un objectif affiché qui est qu'en 2050, eh bien, on arrivera à l'échelle du territoire à ce zéro artificialisation nette. Et pour arriver à ce zéro artificialisation nette, eh bien, il faut agir sur les documents d'urbanisme. Et c'est la première partie de ce que je voulais vous proposer, c'est que, à l'instant où nous parlons, s'est mis en place une mécanique, un process qui est destiné à faire en sorte que dans les documents d'urbanisme opérationnel, les PLU, les PLUI, eh bien, il y ait une limitation de l'ouverture à l'urbanisation, il y ait comment dire, une diminution drastique du rythme d'artificialisation pour arriver à terme, donc en 2050, à zéro artificialisation nette. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on sait très bien que les acteurs locaux, les maires, les présidents d'intercommunalités, ne sont pas forcément friands de la lutte contre l'artificialisation. Vous savez comme moi que souvent les élus ont j'aime pas le terme de double langage parce que c'est péjoratif, mais ont une attitude officielle qui est de dire oui, il faut densifier, oui, il faut lutter contre l'artificialisation. Et en réalité, on sait très bien que dans la vraie vie, et vous le vivez tous les jours, dès qu'on parle de densification, on nous demande de supprimer des étages d'un projet, nonobstant le fait qu'on soit totalement compatible avec le PLU, qu'on respecte totalement le PLU, et c'est un petit peu la même chose sur l'artificialisation. Ce qui veut dire que le législateur, sachant parfaitement que ces problématiques existent, a confié la lutte contre l'artificialisation aux régions, aux grandes régions. L'idée est d'éloigner, entre guillemets, le champ de décision du citoyen et surtout de l'élu local. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, la loi climat et résilience donc, a confié la compétence de lutte contre l'artificialisation aux régions, grandes régions que l'on connaît. Ce qui veut dire qu'il était prévu que toutes les informations remontent en termes d'artificialisation à la région, et puis une fois qu'elles sont remontées, eh bien, elles redescendent pour imposer via les schémas de cohérence territoriaux, via les SCOT, au PLU, des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols. Et vous connaissez la hiérarchie des normes, les schémas régionaux, les fameux SRADET, les schémas régionaux d'aménagement, développement durable et d'égalité des territoires, s'imposent aux schémas de cohérence territoriaux qui eux-mêmes s'imposent au PLU. Donc c'est à travers cette hiérarchie des documents que l'on va agir donc sur les documents d'urbanisme locaux pour simplement freiner les ouvertures à l'urbanisation, freiner les zones AU, à urbaniser, à partir du moment où ces zones à urbaniser peuvent contenir dans leur périmètre des zones qui sont non artificialisées et qui pourraient devenir, évidemment, avec la réalisation des projets, artificialisées. Donc, ce qui veut dire que ce premier élément, on va dire macro-urbanisme, c'est lutter contre l'artificialisation en utilisant les documents d'urbanisme, en imposant aux élus locaux une réduction drastique du rythme de l'artificialisation des sols. Ça va prendre un peu de temps, parce que vous imaginez bien qu'il va falloir faire évoluer les documents d'urbanisme, donc ça va prendre du temps. Alors, non seulement ça prend du temps, mais il y a également des étapes, et Fanny y reviendra, mais il faut savoir que la première étape, ça sera 2031, puisque l'idée est de dire qu'il faut réduire de moitié le rythme d'artificialisation entre août 2021, entre le 22 août 2021, qui est la date de promulgation de la loi, et jusqu'au mois d'août 2031, eh bien, on devra réduire le rythme d'artificialisation que l'on a connu pour la période de 10 ans antérieure à la loi, c'est-à-dire 2011-2021, de moitié. Je dis les choses autrement.
entre 2021, entre août 2021 et août 2031, on devra réduire le rythme d'artificialisation de moitié par rapport à celui que l'on a connu entre août 2011 et août 2021. Donc, première étape, donc, à travers les documents d'urbanisme, réduire le rythme d'artificialisation. Et nous sommes actuellement dans la phase où les établissements en charge des schémas de cohérence territoriale ont fait remonter aux régions un certain nombre d'informations sur l'état artificialisé des différents secteurs entre août 2011 et août 2021, puisqu'il faut que je détermine ce qui était artificialisé en 2011, ce qui était artificialisé en 2021. Et donc, je le reporte, je le divise de moitié pour la période donc 2021-2031. Ce qui veut dire que des inventaires ont été réalisés, alors plus ou moins, comment dire, précisément. Ces inventaires ont été réalisés et pour réaliser ces inventaires, il fallait évidemment définir ce qui était artificialisé ou pas. Imaginez un territoire, imaginez une vue aérienne d'un territoire et en disant, voilà, sur cette vue aérienne, qu'est-ce qui est artificialisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. En 2011, je reprends la même vue aérienne en 2021, qu'est-ce qui est artificialisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et bien sûr, je déduis de cette comparaison le rythme d'artificialisation et en quantitatif, derrière, pour la période de 10 ans qui suit jusqu'en 2031, je divise de moitié. Et donc, ce qui veut dire que les élus locaux devront faire évoluer leur PLU pour freiner cette artificialisation. Donc, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'exemples qui sont donnés. Alors, si vous voulez après plus de détails, j'ai laissé à Julie la trame et le texte de ce que j'ai prévu de vous dire, en beaucoup plus développé bien sûr, parce qu'on a peu de temps, mais vous verrez que dans cette trame, il y a les définitions des surfaces qui sont artificialisées et des surfaces qui ne sont pas artificialisées. Donc, ce qui veut dire que je sais par exemple, aujourd'hui, qu'une surface à usage résidentiel de production ou tertiaire dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, donc j'imagine un grand terrain, de l'herbe, un hangar au milieu, l'ensemble de la parcelle est artificialisé. Ça ne veut pas dire construite, ça ne veut pas dire imperméabilisée, ça veut dire artificialisée. Et cette notion, donc, elle est prise en compte dans le cadre, donc, de cette lutte contre l'artificialisation. Je définis ce qui était artificialisé en 2011, en 2021, et donc, ça me permettra d'avoir des objectifs à respecter en 2031. Et bien sûr, derrière, il y aura des phases complémentaires, 2031, 2040, 2040, 2050, sachant qu'en 2050, on doit arriver à cet équilibre. Donc, la première manière d'appréhender cette question de l'artificialisation, de la lutte contre l'artificialisation, c'est justement à travers les documents d'urbanisme sur lesquels nous n'avons pas la main, mais bien évidemment que nous devrons respecter pour nos projets. Et ces documents d'urbanisme, donc, seront, modifiés. Et les premières modifications de ces documents d'urbanisme sont attendues à partir de l'année 2027. Donc, ce qui veut dire que là, on est dans la phase d'élaboration des schémas de lutte contre l'artificialisation, et le temps que ces schémas soient élaborés et redescendent vers le terrain, eh bien, il faut compter à peu près 2027, et vous savez que derrière, il y a des délais pour la mise en compatibilité des PLU avec les SCOT. Donc voilà, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui, de manière opérationnelle, commencera à nous impacter à partir de l'année 2027. Sachant quand même que, d'ores et déjà, nous avons un certain nombre d'élus qui anticipent cette réglementation, l'application de cette réglementation. Ce qui veut dire aussi pour les projets que, à partir du moment où je suis dans une zone, où mon projet, où mon terrain, où mon bâtiment se trouve dans une zone du PLU où on peut considérer qu'il y a une artificialisation, le risque que cette zone devienne inconstructible est très faible. Parce que, à partir du moment où les élus locaux vont dire c'est déjà une zone artificialisée globalement, je n'ai aucun intérêt à la rendre non constructible. Par contre, si j'ai classé des zones
en zone U ou en zone A urbanisée, qui sont à l'instant où nous parlons des zones non artificialisées, parce que agricoles, parce que naturelles, etc. Mais pour autant, agricole ou naturelle au sens utilisation, j'entends, mais pour autant classées en zone constructible au niveau des PLU, eh bien là, il y a un vrai risque que, bien sûr, ces zones à terme ne soient plus constructibles parce que c'est sur ces zones que l'on pourra lutter efficacement contre l'artificialisation. À partir du moment où elles deviennent inconstructibles, bien évidemment, cela participe à l'atteinte des objectifs que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Bien comprendre qu'on est dans cette phase qui est en train de se mettre en place, et encore une fois, avec des cas de figure dans lesquels souvent on a une anticipation de l'application de cette réglementation. Une fois que l'on a dit ça, il faut savoir que il y a, vous verrez, un certain nombre d'autres obligations. On impose aux maires tous les 3 ans de faire une sorte de résumé de l'artificialisation de leur territoire et de soumettre ce résumé à un vote du conseil municipal. Donc il y a cette volonté de suivre et de rendre publique cette lutte contre l'artificialisation, pour montrer du doigt les élus qui ne respectent pas les textes. Vous savez, c'est le name and shame des anglo-saxons. Eh bien, on est bien sûr sur cette mise en œuvre, et donc ce contrôle au fur et à mesure et cette publicité d'un éventuel non-respect ou d'un éventuel respect de ces différentes règles. Donc, il faut savoir également qu'une loi plus récente, de juillet 2023, est venue donner un tout petit peu plus de souplesse pour les différents textes. Et de cette loi que sont issues les dates que je vous ai indiquées, notamment pour la mise en conformité des documents de planification d'urbanisme des PLU, puisque pour les PLU, on a jusqu'au 22 août 2027 pour les mettre en conformité. Je pense que c'est très juste et que ça sera certainement décalé, mais enfin, c'est l'objectif qui est pris. Et puis, vous avez peut-être entendu que c'est dans cette loi où on considérait, par exemple, que tout ce qui était éventuellement industrie verte pourrait ne pas être concerné par la lutte contre l'artificialisation, et que, également, on laissait aux communes, pour permettre quelques petits projets, on leur laissait pour la première période de 10 ans, donc jusqu'en 2031, la possibilité d'artificialiser 1 hectare, en disant, bah, voilà, vous luttez contre l'artificialisation, mais en tout état de cause, on vous laissera 1 hectare pour un petit lotissement, un usage d'habitation, une petite zone d'activité, etc., etc., etc. Voilà. Donc voilà, ce premier élément. Le deuxième élément, très rapidement, parce que je crois qu'il me reste que quelques minutes, vous m'arrêtez Julie si je dépasse. C'est parfait, vous pouvez continuer un petit peu. Voilà. Le deuxième élément, c'est à la parcelle. Donc, on a bien compris qu'à l'échelle macro-urbanisme, on a ce que je vous ai présenté rapidement, et dont le détail, encore une fois, pourra vous être communiqué par Julie. Mais il faut bien comprendre que, évidemment, à terme, on va descendre à la parcelle. Descendre à la parcelle pour dire à un moment donné, mais même dans une zone qui peut être considérée comme étant artificialisée, eh bien, on va imposer des restrictions à cette artificialisation. C'est l'objectif. Évidemment, les PLU en tiendront compte, mais à l'instant où nous parlons, cette réglementation s'applique déjà. Elle s'applique déjà, et je l'indiquais, aux autorisations que l'on sollicite, vous savez, pour l'exploitation des commerces au niveau de la CDAC. Et on a déjà, en pratique, dans nos dossiers, les premières problématiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bien sûr, si j'utilise un terrain qui est en zone constructible, qui est en zone à urbaniser ou en zone urbanisée, je peux obtenir un permis de construire si je respecte le PLU. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, pour moi en principe. Mais il faut savoir que pour l'exploitation des commerces, il est prévu désormais que l'autorisation d'exploitation des commerces doit être en principe refusée à l'instant où nous parlons. C'est depuis octobre 2023, peut être refusée si le projet a pour effet d'artificialiser la parcelle. Ça veut dire que au niveau du PLU, j'ai parfaitement le droit de construire, mais au niveau de l'exploitation commerciale, on me précise que si mon projet a pour effet d'artificialiser la parcelle, eh bien, je n'aurai pas l'autorisation. Alors, bien sûr, il y a quelques dérogations.
On peut compenser. Si je justifie que concomitamment, dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, je renature une surface équivalente à mon artificialisation, je peux compenser. On nous rappelle que je n'ai pas le droit, par contre, d'avoir de dérogation si je réalise plus de 10 000 m² de surface de vente. On me rappelle que si je suis entre 10 000 et 3 000 m² de surface de vente, je peux avoir une dérogation, mais je dois avoir l'accord, l'avis conforme du préfet. Mais on voit bien que la volonté est de faire en sorte que ces projets ne se réalisent pas s'ils entraînent une artificialisation. Et je vais vous donner un exemple pratique. Un de nos clients, enseigne de la grande distribution, souhaite installer un supermarché dans une zone d'activité dans laquelle il repère un terrain sur lequel il y a une carrosserie industrielle. Donc imaginez le bâtiment de carrosserie industrielle, tout le monde voit ce que ça représente, des parkings autour, hein, des zones parking, stockage autour. Et donc cette activité, le propriétaire souhaite la stopper par la retraite. Donc eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Génial, le coin nous va, nos études de marché sont parfaites, on va acheter ce site, et là pour le coup, on va réaliser un projet parfaitement vertueux, puisqu'on va réutiliser de l'existant pour développer notre commerce. Ça répond à toutes les cases. Sauf que leur projet entraîne l'artificialisation de 126 m² de terrain. Entre le projet qu'ils ont et la situation actuelle, on augmente un petit peu les surfaces de parking et ça entraîne 126 m² d'artificialisation. Le projet a reçu un avis défavorable en CDAC et en CNAC à raison de ces 126 m² d'artificialisation sur le site, etc. Et à proximité, ils n'avaient pas la possibilité de compenser, parce que c'est une réglementation qui commence à se mettre en place. Et on a eu un refus d'autorisation, donc un refus de permis, et le projet ne peut pas se réaliser pour 126 m² d'artificialisation des sols, alors que c'était un projet totalement vertueux, voyez-vous. Donc, il faut savoir que ces sujets-là, on les connaît aujourd'hui en matière d'exploitation des commerces. Nous les connaîtrons demain dans d'autres domaines. Simplement, pour l'instant, les textes d'application ne sont pas encore sortis. Donc, pour vous dire que tous ces sujets-là, que l'on soit à l'échelle macro-urbanisme ou à l'échelle de la parcelle, on rencontre ces problématiques. Et juste pour terminer, il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, si jamais un projet de commerce, d'installation de commerce, crée une surface de vente de plus de 300 m², vous savez, la surface de vente, c'est là, prenez un supermarché, c'est entre entre la porte d'entrée, aujourd'hui, parce que les choses ont changé au mois de novembre, entre la porte d'entrée et les caisses, voilà, pour vous donner l'idée. Eh bien, si on fait plus de 300 m² de surface de vente, et si la création de ce projet, qui est un petit projet, parce que 300 m² de surface de vente, mettez des réserves, des bureaux, etc., ça fait un projet de 800 à 900 m² de surface de plancher maximum. Donc, ce ne sont pas des gros projets. Eh bien, si ce projet de création de 300 m² de surface de vente entraîne une artificialisation des sols à la parcelle, à l'unité foncière telle que je l'ai définie, ça nécessite aujourd'hui, le cas échéant, à la demande notamment du président du SCOT ou du maire, un passage en CDAC, alors que normalement, ce n'est pas le cas. Eh bien, voyez bien que là, on attache, encore une fois, à l'artificialisation, à l'unité foncière, la possibilité d'imposer un passage en CDAC, alors qu'on est en dessous du seuil de 1000 m² que vous connaissez. Voilà. Donc, nous sommes dans la période, et je terminerai par là, nous sommes dans la période où, à la fois, donc, on voit bien que les documents d'urbanisme sont en train d'évoluer pour normalement respecter la date du mois d'août 2027, ça encore une fois sera certainement décalé, mais en parallèle, eh bien, on commence à prendre en compte à la parcelle, à l'unité foncière, pour utiliser le bon terme, cette lutte contre l'artificialisation des sols, eh bien, en imposant un certain nombre de contraintes à la parcelle. On le voit aujourd'hui pour les équipements commerciaux, on le verra demain pour les autres sujets. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien sûr, ça nécessite aussi l'utilisation de friches. Et on verra dans les textes, mais ce n'est pas le sujet du jour. Il y a des définitions prévues sur les friches,
Parce que si on n'utilise pas l'existant, si on n'utilise pas, pardon, de nouveaux terrains, ben, il faut utiliser l'existant. Et donc voilà, on revient à la construction de la ville sur elle-même telle qu'elle avait été annoncée par la loi SRU par laquelle j'ai commencé cette rapide intervention. Voilà, voilà ce que j'avais rapidement à vous dire. Un grand merci, Hugues. C'était comme d'habitude extrêmement clair et on sait que c'est pas facile de rendre clair tous ces textes juridiques. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et Hugues pourra vous répondre à la fin de l'intervention de Fanny. Fanny, est-ce que vous êtes là? On n'a pas pu tester suite à un problème technique. Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? On Oh, vous c'est entend magnifique. et on vous voit, c'est parfait. C'est bon. Fanny est fondatrice de Citizen, c'est une agence de conseil en urbanisme. Et Fanny, je vais vous laisser nous questionner, vous questionner sur le ZAN vis-à-vis des nouvelles manières d'aménager nos espaces. Oui. Je vais Merci repartager beaucoup. le document et je vous Merci. laisse prendre la main. Je vais être obligée à chaque fois de vous dire les slides, mais on va y arriver. J'espère vraiment Oui. que... Bon. D'abord, je suis ravie vraiment d'intervenir pour Essor. C'est une première pour moi, contrairement à Hugues, mais je suis vraiment ravie sur un sujet qui me passionne depuis quelques années, le ZAN. D'ailleurs, j'ai créé du coup une agence à partir de ce sujet-là. Bien sûr, c'est pas une agence uniquement sur le ZAN, hein, mais c'est une clé d'entrée qui est importante. Donc, je vous ai préparé un petit déroulé d'intervention. Je vais parfois un peu plus rapidement aller sur les slides puisque Hugues a très largement été informatif sur certaines thématiques, mais néanmoins, je vais quand même dérouler ce que je vous avais prévu parce qu'il y a un angle un tout petit peu différent. Donc, moi, je ne suis pas juriste, sur le sujet de l'artificialisation du ZAN et de son impact dans l'urbanisation pour la manière d'urbaniser. Donc, on peut y aller. Je vais reprendre donc la slide d'après. Très rapidement, cette idée de est-ce que le ZAN a été quand même depuis 2021 énormément décrié, ça a fait énormément l'objet de polémiques, en particulier les élus qui se demandaient comment ils allaient faire, et à juste titre. Donc on s'est dit, le ZAN, est-ce que c'est un truc qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, là, ou au contraire, est-ce qu'il y avait quand même des éléments précurseurs? Hugues l'a dit très largement. Évidemment que la question de la réduction de la consommation foncière et la préservation du sol n'est pas tout à fait nouvelle. Et en fait, elle est quasiment concomitante avec un urbanisme un peu de masse après-guerre, où on se rend compte très très vite quand même des impacts d'une urbanisation massive, à la fois pour l'environnement, mais aussi même pour le fonctionnement même de la ville. Hein. Étaler une ville, c'est plus cher en termes de réseau, c'est plus cher parce qu'il faut effectivement construire des infrastructures et démultiplier. Donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait la bonne piste. Donc, dès les années 2000, vraiment, cette lutte contre l'étalement urbain s'accélère avec la loi SRU dont Hugues nous a parlé tout à l'heure, mais toutes les autres lois qui se déroulent à partir des années 2000 intègrent d'une manière ou d'une autre des dispositions qui permettent de lutter contre soit l'étalement urbain, soit la question de la consommation foncière, soit encourage la densification, etc. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, en fait, c'est quand même une continuité. Bon. Sauf que dans la loi climat et résilience, et c'est en ça que c'est quand même une rupture quelque part, c'est qu'il y a un autre rapport au sol qui se joue. Dans les lois précédentes, on était sur un rapport au sol surfacique, c'est-à-dire le sol n'est qu'un support à la construction et la lutte contre l'étalement urbain, c'est bien la lutte contre s'étaler en surface, et donc on ne voit le sol que dans ce rapport à un système finalement de droit, le foncier, à construire. Avec la loi climat et résilience, donc avec le ZAN, on passe quand même à une autre dimension. On se rend compte que le sol est un milieu à préserver pour lui-même. Avant même d'être un foncier, c'est d'abord un milieu à préserver.
Donc, on voit le sol plus comme simplement une surface, mais comme un volume, c'est-à-dire quelque chose vraiment en 3D, et qui a d'autres objectifs que simplement la construction et l'usage urbanistique, en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une rupture quelque part dans la conception, enfin, dans la manière de faire de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'on va introduire la question des ressources naturelles et de la manière dont elles sont bénéfiques en dehors même de l'urbanisation dans le code de l'urbanisme. Donc c'est quand même, il y a quelque chose qui ne s'était pas fait jusqu'à présent, on n'était pas allé jusque-là. Donc, la conséquence, c'est que le ZAN, cette règle-là, qui est une toute petite règle dans la loi climat et résilience, du coup, va bousculer tout le paradigme de l'aménagement. On va y revenir tout à l'heure. C'est clairement une déflagration, c'est un nouveau paradigme en fait qui est en train de se mettre en place, mais qui est un paradigme qui finalement, si on transpose un peu les choses, qui est le même paradigme que la sobriété des ressources naturelles au sens large, qu'on doit ménager dans le cadre des activités anthropocènes, c'est-à-dire des activités humaines qui impactent l'environnement. Voilà, donc on peut passer à la suite. Donc la slide 6, merci beaucoup Julie. Donc je vous le disais rapidement, le sol est un milieu à protéger. Je voulais très rapidement revenir quand même pourquoi tout d'un coup on se met à vouloir protéger le sol en volume. Le sol, c'est vraiment le milieu qui nous permet, qui est vraiment la condition, c'est-à-dire la santé du sol, c'est la condition de la capacité des êtres humains à rester en vie sur cette planète. Donc c'est un milieu qui est très complexe, qui, comme vous le voyez, se construit sur des milliers et des milliers d'années, de manière très très lente. Donc à l'échelle humaine, le sol est non renouvelable. Quand on le détruit, on détruit des milliers et des milliers d'années de sédimentation successive qui font que c'est un milieu très complexe et qui permet donc comme vous le voyez, d'avoir les différents cycles du vivant, de l'eau, du climat, capables de se régénérer. Le sol est vraiment, ça permet, c'est un milieu qui garantit aux différents cycles naturels à l'échelle macro, le vivant, l'eau, le climat, le carbone, de se réguler en fait. Donc quand le sol ne fonctionne plus, ces grands cycles-là sont totalement dysfonctionnels. Et c'est quand même un gros problème. Pour la vie sur Terre, en fait, hein, clairement. Donc, je voulais aussi très rapidement vous dire que quand on parle du sol, le sol, c'est vraiment très complexe. Hein. Donc, le sol, il est composé à la fois de propriétés, pour lui-même, physique, chimique, etc. Cette composition-là, chimique, biologique et physique, donne une santé du sol. Enfin, il est soit en bonne santé, soit il n'est pas en bonne santé. Et quand il est en bonne santé, il peut mener ses fonctions, enfin en tout cas il peut produire, vous avez compris quoi, produire ses fonctions, les fonctions qui sont la capacité à absorber le carbone, la capacité à produire de la biodiversité, la capacité à filtrer l'eau, etc. Donc, c'était quand même important de pouvoir vous redonner un petit aperçu sur c'est quoi le sol. On peut passer à la suite du coup. Et donc, je voulais un tout petit peu revenir sur la notion d'artificialisation, pas dans une dimension juridique, mais plutôt ce que ça signifie au plan de la biologie. Donc, c'est une notion biologique. Pour autant, c'est une notion qui n'est pas stabilisée au plan scientifique. On ne sait pas vraiment ce que c'est que l'artificialisation des sols. C'est plus un processus d'altération, en fait, dont on arrive assez peu à déterminer avec précision quelle est l'origine de cette artificialisation. Donc, on considère que c'est effectivement une altération plus ou moins intense
du sol, que souvent on traduit par d'autres choses comme de la pollution, mais la pollution est une forme d'artificialisation, mais en fait, il en existe plein d'autres. Et donc, dans la loi climat et résilience, Hugues l'a dit tout à l'heure, on le définit, je vous ai noté la définition issue de la loi climat et résilience, mais comme il n'y a pas de consensus scientifique autour de ce que c'est que cette artificialisation, du point de vue biologique, la définition reste tout à fait floue, en tout cas. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que artificialisation, c'est égal altération du sol. Voilà. On ne sait pas tellement comment ça se passe, l'artificialisation, mais on sait que quoi qu'il arrive, ça altère le sol. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, vous voyez la difficulté sur une notion qui n'est pas posée même au plan scientifique, d'intégrer ça dans un code de l'urbanisme qui a quand même d'autres préoccupations au départ. Donc c'est très complexe. On peut passer à la suite si on ne sait pas d'où elle vient, cette artificialisation très précisément. Par contre, on sait évaluer très précisément les conséquences de l'altération des sols, bien sûr. Et donc, on en a parlé, c'est des conséquences évidemment sur les fonctions dont on a parlé tout à l'heure, incapable du coup, alors que le sol est un puits de carbone majeur, l'altérer du coup, c'est se priver de la possibilité de capter le carbone et donc d'avoir cette lutte contre de la neutralité carbone, c'est se priver de ça. C'est se priver évidemment de la biodiversité, c'est se priver de la capacité à se nourrir, puisqu'un sol en bonne santé, qui a une bonne composition biochimique, il permet la fertilité, la notion de fertilité des sols. Voilà, donc évidemment que la détérioration des sols, on sait bien la mesurer et ça impacte directement notre capacité à nous maintenir, à maintenir l'ensemble du vivant sur la Terre. Donc, vous voyez, on peut passer à la suite. On a vraiment cette distinction à faire quand on parle du sol entre la consommation surfacique d'un sol, d'accord, ça c'est l'approche foncière, et la préservation des sols en tant que milieu, et ça c'est plutôt l'approche en volume du sol, et c'est l'approche ZAN. Mais même si le ZAN en fait est un peu ambigu parce qu'il utilise les deux notions, forcément, l'approche en volume du sol, elle n'est pas stabilisée. Donc voilà. Donc je voulais vous donner quelques infos sur l'intensité de la consommation foncière. Donc on voit quand même que depuis les années 2000, il y a une trajectoire à la baisse. Et je vous ai mis sur la gauche une petite carte qui permet de voir quel est le niveau d'intensité de l'artificialisation des sols en fonction des régions et des départements. Donc, il y a vraiment une prise de conscience quand même qui se fait, mais le ZAN accélère les choses au maximum parce qu'elle pose une limite, y compris temporelle. Il va falloir, dans un temps imparti, aller sur une trajectoire beaucoup plus dynamique de non-artificialisation. Donc, mais là, on est, comme vous voyez, sur la consommation des surfaces foncières. L'idée, c'est ça. Et la slide d'après parle plutôt de l'intensité de l'altération des sols. Donc, vous voyez, on considère qu'en France, aujourd'hui, on a en gros 44% de sols agricoles, qu'on a 48% de sols naturels et qu'on a 8% de sols considérés véritablement comme artificialisés. Là, il y a un truc qui est intéressant, c'est que les sols agricoles, et on va le voir tout à l'heure, sont considérés comme non artificialisés par le décret qui en tout cas, qui classifie quel sol est artificialisé et quel ne l'est pas. Or, l'agriculture, aujourd'hui, est clairement très artificialisante pour les sols, c'est-à-dire que clairement, elle altère les sols, ça c'est indéniable, à part évidemment des modes productifs d'agricole environnemental, c'est-à-dire l'agroécologie, etc., ou même biologie, mais globalement, voilà. Donc, on voit la contradiction qu'il y a aussi avec le ZAN, où on classifie des sols non artificialisés alors qu'ils le sont très largement. Voilà, je vous laisse lire les quelques éléments un peu importants. L'artificialisation, notamment des sols ces dernières années, a été
est un vrai problème parce qu'elle a été décorrélée totalement avec la trajectoire démographique. On a artificialisé les sols 4 fois plus que la démographie. Donc quand même, il y a un rapport entre le besoin et le fait qu'on artificialise qui est à rééquilibrer. Voilà, je vous laisse lire, hein. Je vais pas commenter plus parce qu'on est très largement en retard. On peut passer à la suite. Hugues l'a dit tout à l'heure, la mécanique du ZAN, je voulais revenir un tout petit peu sur la mécanique, mais on va le faire très rapidement puisque Hugues l'a dit tout à l'heure. Le ZAN, on a parlé de l'artificialisation, c'est le net, du coup, le zéro net, donc le solde net. Je vous laisse lire la définition, le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatés sur un périmètre et sur une période donnée. C'est ça, le solde net. Donc, quand on rentre dans la mécanique vraiment du ZAN, il y a ce solde net à avoir en tête et qu'il va falloir mettre en œuvre dans le cadre de l'urbanisme. On peut passer à la suite. Je voulais rapidement vous montrer un petit schéma, puisque quand on parle de la mécanique du ZAN, du coup, on parle de ces terrains artificialisés classés comme tels et des terrains non artificialisés classés comme tels, qu'il faut donc arriver à identifier. Donc, il y a un décret, une nomenclature vraiment qui a été posée par un décret de qu'est-ce qu'on peut considérer comme artificialisé et non artificialisé. Vous pourrez le retrouver. Dans la slide d'après, je vous donne les éléments essentiels. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette classification, elle est issue d'un croisement entre comment le sol, par quoi, je veux dire, le sol est couvert et quels usages on fait de ces sols. Voilà, donc c'est un croisement qui permet de voir, vous voyez par exemple les friches délaissées, c'est de la surface bâtie, c'est évidemment artificialisé, alors que les surfaces agricoles couvertes d'eau, de glace et de rochers sont considérées comme non artificialisées. Voilà, donc c'est intéressant de comprendre et de voir quelle est l'esprit de cette nomenclature qui va guider clairement les flux entrants et sortants pour les collectivités locales, notamment, qui vont devoir classifier tout leur terrain. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir aussi dans cette approche-là que les sols artificialisés dans les communes, dans les collectivités, dans les territoires, ne vont pas correspondre totalement à la zone des PLU, c'est-à-dire à la zone à urbaniser des PLU, etc. Donc, on a un outil PLU qui fonctionne par zone et qui ne fait référence qu'à de l'usage du sol qu'on va en faire. Est-ce qu'on veut bâtir, est-ce qu'on ne veut pas bâtir, ou est-ce qu'on veut laisser naturel. Or, l'artificialisation, c'est beaucoup plus complexe, c'est une autre approche. Donc, vous allez pouvoir avoir dans des zones à urbaniser des terrains classés comme artificialisés et d'autres comme non artificialisés. Voilà. Donc, par exemple, des grands jardins dans des zones à urbaniser, à un certain seuil de surface, sont considérés comme non artificialisés, et pour autant dans une zone à urbaniser. Donc, tout ça est très, très complexe, et on voit qu'on va être obligé d'adapter les documents d'urbanisme et les outils d'évaluation de ce que c'est qu'un sol artificialisé, ce que c'est qu'un sol à construire, et qu'on va être obligé de superposer ces outils. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au début, hein, il n'y a pas. Donc, la slide d'après, je vais du coup passer très rapidement, c'est la nomenclature, voilà, qui a été les catégories de surface qui sont considérées comme artificialisées et celles qui ne le sont pas. On vous donnera le PowerPoint, vous pourrez le lire. Donc, on peut passer à la trajectoire. Pareil, Hugues en a parlé, il y a quand même deux moments majeurs qui posent des jalons en fait à la trajectoire ZAN. C'est de 2021 à 2031, la période où les élus et les collectivités locales vont être obligés de réduire la consommation foncière. Donc, on parle bien de consommation foncière, donc de 50% par rapport à la période précédente. Donc là, sur cette période-là, la question de l'artificialisation, c'est-à-dire est-ce que les terrains sont ou pas artificialisés, ne rentre pas en ligne de compte. Là, ce n'est que la consommation foncière. Et en revanche, à partir de 2031, c'est là que la nomenclature artificialisation s'applique, et où là, on va devoir, en plus de réduire la consommation foncière, on va devoir gérer les flux.
entre qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre en termes d'artificialisation. Slide d'après, très rapidement, et c'est ce que disait Hugo aussi, sur la manière dont ça se traduit dans les documents d'urbanisme. Donc, c'est les régions, on l'a dit, puis ensuite, en cascade, ça doit se traduire dans les documents d'urbanisme. Je vous laisserai aussi prendre connaissance de ça. Donc, la conclusion, on peut passer à la slide d'après. La conclusion... Excusez-moi, c'est là, voilà, c'est la slide 7. Donc, le ZAN vraiment met en tension le modèle de production urbaine, mais il ne donne pas aujourd'hui les outils opérationnels nécessaires à la transformation de la production urbaine. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça met en tension tout le modèle de la production urbaine. Donc, on peut passer à la slide 18. Quelles conséquences, du coup, sur le processus d'urbanisation? Donc, je vais vous commenter très, très rapidement cette slide qui, en fait, je ne vais pas vous la commenter plus que ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que la conséquence majeure du ZAN dans l'urbanisation, c'est la rareté foncière. Ça organise la rareté foncière. Jusqu'à présent, on était sur un modèle d'urbanisme où on a des besoins, on regarde, si ce n'est pas possible dans l'enveloppe urbaine, voilà. Et pour des questions de coût et du foncier qui était assez peu cher, on s'étale. Enfin, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, donc le besoin était prioritaire. Là, avec le ZAN, le besoin n'est plus prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est de préserver la ressource naturelle. Et donc, pour ça, on organise la rareté foncière. On dit, c'est plus possible d'étaler, vous ne pouvez plus vous étendre, il faut compenser. Donc, ça veut dire ça organise la rareté foncière. Quand il y a de la rareté sur une des matières premières, eh bien, forcément, ça a un impact sur à la fois le prix et la manière dont on considère cette matière première désormais. C'était une matière première et ça devient la ressource la plus rare et la plus prisée. Et ça a du coup une conséquence sur l'ensemble du processus d'aménagement. Donc on peut passer à la slide 19. Cette question de la rareté foncière, du coup, rebat totalement les cartes. Sur un modèle d'aménagement qui était un modèle linéaire, basé sur l'extension, comme on l'a dit, avec un foncier très peu cher. Là, on arrive à un modèle où le foncier va devenir du coup beaucoup plus cher, beaucoup plus la ressource à trouver, et tout le système ne fonctionne plus. Donc, ça va avoir un impact depuis la planification. On va devoir se demander quelles ressources préserver, quels besoins couvrir, quels outils développer. Ça va avoir un impact sur leur rapport au foncier. Comment maîtriser du coup le foncier? Ça va être ça la question majeure. Et avec quels outils on peut maîtriser le foncier? Ça va avoir un impact sur les modes de production. Jusqu'à présent, le mode de production standard, c'était quand même plutôt le neuf en extension. Et là, on passe à l'existant. Donc, comment on travaille l'existant, sachant que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus coûteux. Donc, ça va avoir un impact sur le financement des opérations. Comment on fait pour boucler les modèles économiques, comment on fait pour boucler les bilans d'opération alors que les coûts augmentent de plus en plus, le foncier augmente, l'intégration de la préservation de l'environnement augmente, etc. Et les recettes, en revanche, à côté, n'augmentent pas. Donc, on voit bien qu'il y a un effet ciseau qui devient intenable pour les modèles économiques. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi repenser le modèle économique. On ne peut plus avoir un modèle économique cumulatif. On cumule des coûts et on a une recette uniquement prix de vente, mais il va falloir inventer autre chose, forcément. Et ça a forcément aussi des conséquences sur la manière dont toutes ces transformations vont impacter la vie vraiment dans les villes et les modes de vie, etc. Donc, on peut un tout petit peu décliner très rapidement, parce que je vois bien qu'on est très en retard. La slide d'après, je reviens du coup sur la question de comment on va devoir réinventer un peu l'exercice de planification. Forcément,
il va falloir se poser la question des ressources, on l'a dit, c'est-à-dire que la planification qui était une planification des moyens va devenir une planification plutôt de la gestion des ressources très en amont, en fait. Il va falloir se reposer les questions de est-ce qu'on a vraiment besoin de construire autant? Peut-être, hein, mais est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Donc, la planification va vraiment prendre un tournant totalement différent par rapport à ce que ça se fait aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, il va falloir inventer de nouveaux outils puisque les outils du PLU qui étaient fondés sur la surface ne fonctionnent plus ou fonctionnent beaucoup moins. Il va falloir inventer d'autres outils de planification qui intègrent la question de la préservation des sols, donc la connaissance des sols. Comment on intègre que tel sol, il est parfaitement en bonne santé parce qu'il a telle et telle propriété et que donc il faut l'appliquer à une zone à urbaniser ou au contraire à faire des zones naturelles. Donc il va falloir faire matcher un peu tous les outils, les nouveaux outils qui d'ailleurs n'existent pas encore tout à fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'effectivement, il y a notamment, par exemple, des questions de coefficients de biotope dans les opérations, les coefficients de pleine terre, etc., qu'il va falloir intégrer à l'échelle de la planification. Et ça, ce n'est pas du tout encore le cas. Donc, les difficultés qu'on va avoir dans la planification à l'ère du ZAN, c'est par exemple comment on fait face à la concurrence des usages. Dans une enveloppe foncière qui se réduit, et bien forcément, il va falloir arbitrer de manière beaucoup plus tranchée sur là on va faire du logement, là on va faire de l'activité économique, ce qu'avant on n'était pas tout à fait obligé de trancher, on arrivait toujours à trouver une solution. Là, il va falloir vraiment trouver des moyens d'arbitrer. Donc ça pose la question de comment on met en musique ces arbitrages. Ça pose la question de la gouvernance locale. Comment et qui arbitre sur les besoins. La slide après, c'est l'impact sur la maîtrise foncière. Alors ça, c'est la clé, en fait. Évidemment, dans un contexte où la rareté foncière, celui qui maîtrise, qui est capable de maîtriser le foncier à long terme, va pouvoir mieux s'en sortir que les autres. Donc, les difficultés auxquelles on fait face, évidemment, c'est l'augmentation des prix du foncier. Et puis, c'est trouver des opérateurs pour investir dans ce foncier, porter ce foncier. Aujourd'hui, même les EPF ont des modèles qui permettent de porter du foncier plutôt à moyen terme, alors que là, la maîtrise foncière, elle va impliquer de porter du foncier à très long terme. Donc, il n'y a pas les opérateurs encore en place pour aller là-dessus. Et puis les difficultés, ça va être comment on compense l'artificialisation. La compensation, aujourd'hui, elle n'est pas non plus en place. Ce n'est pas comme dans le marché carbone où c'est facile. Là, le truc n'est pas en place. Donc, j'artificialise, comment je fais pour compenser, où c'est que je trouve un terrain pour compenser. Voilà, c'est toutes ces difficultés-là autour de la maîtrise foncière, mais qui est véritablement la clé. Donc, on voit bien que le ZAN... avant, on était focalisé sur l'aval, c'est-à-dire ce qu'on produit. Le ZAN, il focalise sur l'amont, c'est-à-dire comment on maîtrise les clés de départ, en fait, les clés d'entrée de départ. Donc, évidemment, il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place. On voit bien que tous les opérateurs investissent beaucoup sur développer des stratégies foncières à long terme, qu'il y a quand même des outils réglementaires qu'on peut mobiliser, par exemple le BRS, qui est une manière de maîtriser le foncier à long terme et de maîtriser l'usage. C'est créer des véhicules de portage foncier, par exemple les foncières. C'est aussi travailler sur la fiscalité locale, puisque c'est une manière aussi de maîtriser la détermination du foncier. Et aujourd'hui, on voit que la fiscalité locale n'est pas en faveur de la sobriété foncière. Elle est plutôt, au contraire, en faveur de la consommation foncière. Voilà. La slide d'après, rapidement, c'est il va falloir trouver en tout cas des moyens de produire sur l'existant. En dehors de la maîtrise foncière, le problème de l'existant, c'est que c'est beaucoup plus complexe, qu'il y a un passif qu'il faut gérer, donc par exemple des friches qui sont un peu polluées, par exemple des bâtiments, des locaux vacants en centre-ville avec des voisins autour qui sont pas d'accord pour densifier. Donc tout ça,
ça s'apprend. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a les modes productifs véritablement qu'il va falloir développer, mais il y a aussi tout le contexte qui est beaucoup plus risqué dans l'existant et qu'il va falloir gérer. Donc, le risque d'aller sur des opérations en centre-ville avec un foncier existant, tout ça, on est en train aussi de le mettre en place, mais ça fait partie évidemment des enjeux. Donc les difficultés dans l'existence, c'est identifier le foncier qui va être disponible, parce que ça c'est pareil, dans l'enveloppe existante, il va falloir aller faire du sur-mesure, aller regarder très précisément dans la dentelle quel foncier pourrait être disponible, sachant que quand un foncier est disponible, il n'est pas tout le temps opérant, enfin, un foncier peut être disponible, mais en fait trop compliqué à aller dessus. Il va falloir faire du sur-mesure, sur-mesure c'est plus de risques, c'est plus cher, voilà, pour l'instant en tout cas, et il va falloir intégrer cette question de désartificialisation des sols. Donc il y a tout un tas de batteries de solutions qui se mettent en place aujourd'hui, hein, recycler les friches, mobiliser les logements vacants, intensifier l'usage des bâtiments disponibles, densifier les terrains déjà artificialisés, c'est l'approche BIMBY, hein, c'est densifier par exemple le pavillonnaire, c'est densifier les bâtiments eux-mêmes, c'est la surélévation, etc. Donc les solutions existent, mais elles existent au cas par cas. Il n'y a pas d'échelle aujourd'hui industrielle qui fait qu'on pourrait massifier le modèle. La slide d'après ensuite, et je pense que je vais arrêter là, c'est repenser évidemment le financement, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, le financement aujourd'hui qui est fondé sur un bilan de promotion ou un bilan d'aménagement, il ne marche plus, parce qu'il est fondé sur une approche linéaire en fait de la construction et de la production urbaine. Il fonctionne avec des coûts d'un côté et une seule recette de l'autre, le prix de vente, et ça ne marche plus, donc il va falloir vraiment réinventer les modèles. Ça veut dire que les entreprises vont devoir adopter d'autres stratégies. Par exemple, peut-être se diversifier beaucoup plus, remonter la chaîne pour aller en amont et aller sur des activités d'aménagement ou des activités même de foncière. Hein. On voit que des promoteurs aujourd'hui quand même réfléchissent à ces sujets-là. Voilà, donc ça évidemment, ça rebat complètement les cartes. Et ce modèle économique, c'est pareil, on arrive à le régler au cas par cas et avec beaucoup de dépenses publiques, c'est-à-dire que par exemple sur des territoires où le marché n'est pas dynamique, eh bien on n'arrive pas à boucler les opérations si l'intervention publique n'est pas là massivement pour équilibrer, sauf que ça c'est pas un modèle pérenne compte tenu des dépenses publiques aujourd'hui. Donc, il y a vraiment quelque chose à réinventer dans les stratégies d'entreprise, dans les modèles, dans la manière de penser une économie de projet, beaucoup plus sur le long terme, avec différentes sources de recettes, etc. C'est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de recherches autour de ces sujets aujourd'hui. Et donc, je ne vais pas faire la slide 24, je vais aller directement à la dernière slide qui, évidemment, ZAN, c'est à la fois une opportunité et c'est à la fois une contrainte. C'est les deux pour l'instant. Je l'ai dit en intro, le ZAN, c'est un nouveau paradigme de l'urbanisme où toute la chaîne de production, elle doit être repensée. Ça implique de repenser tout le mode productif. Ça impactera, évidemment, à l'intérieur de la ville et la manière dont on vit la ville, tous les modes de vie et les interactions sociales, bien évidemment. La densification, par exemple, est un exemple. Le ZAN, ça veut dire densifier, ça veut dire de la densification. Comment on vit cette densification? Il va bien falloir trouver les moyens de la gérer. Et enfin, donc le ZAN, c'est vraiment une opportunité de repenser finalement le projet de ville, le projet de vie, et évidemment plutôt sur des logiques de circularité, de mutualisation. Voilà, c'est tout un programme. C'est pour ça que ce sujet m'a tellement passionnée, c'est qu'en fait c'est une entrée, le ZAN, qui révolutionne tout. C'est en fait le principe de la sobriété, hein, finalement. Et voilà. Écoutez, je suis désolée, j'ai un peu accéléré. J'espère que j'étais assez claire. Et je vous remercie encore pour l'opportunité de cette intervention. Un grand merci, Fanny, pour votre intervention, pour avoir accéléré aussi. On a presque tenu le temps. Donc, merci à tous les deux. Merci, Fanny, Hugues. C'était très clair, très complémentaire et je pense, de mon point de vue, très concret.
On va se quitter là. N'hésitez pas à poser vos questions à Hugues avec l'appui du service juridique. Et puis, je vous mettrai sur le blog les coordonnées de Fanny, sa présentation et puis la note que m'a envoyée Hugues Masson aussi. Voilà, vous trouverez tout ça comme d'habitude sur le blog. Merci à tous. Merci Hugues. Merci Fanny. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à tous.